Alors, j'ai choisi le métier d'informer. D'abord, j'ai choisi surtout le métier de partager ma passion et ma grande passion, et c'est toujours ma grande passion d'ailleurs, c'est le cinéma. Donc, avant de devenir journaliste culturel, j'ai travaillé, j'ai étudié et j'ai tout fait pour devenir critique de cinéma. Je suis devenu, et j'en suis très fier, je m'appelle André Lavoie, je suis critique de cinéma, journaliste indépendant, et je travaille depuis 25 ans, entre autres, au journal Le Devoir. J'ai choisi le métier d'informer, tout d'abord parce que je trouvais ça important dans une société démocratique de pouvoir donner tous les aspects d'un sujet, de pouvoir donner la parole à tout le monde, et aussi pour partager ma curiosité qui est très très grande. Je m'intéresse à beaucoup de choses dans la vie, donc c'était un peu ces deux aspects-là qui m'ont donné envie de faire ce métier-là, et donner la parole aux gens pour qu'ils puissent parler et livrer leurs histoires. Je m'appelle Léa Villalba, je suis journaliste indépendante et présidente de l'Association des journalistes indépendants du Québec. Parlons journalisme indépendant, si vous le voulez bien, aujourd'hui. Mettons-nous à jour sur la réalité de ces électrons libres de l'information. Qui sont les journalistes indépendants au Québec? Fait-il bon piger en 2023? Pour en discuter, j'ai devant moi aujourd'hui André Lavoie, qui représentera l'expérience pour les besoins de cet épisode. André, tu es journaliste indépendant depuis une vingtaine d'années, critique cinéma, tu collabores au Devoir, à Sélection du Reader's Digest, entre autres. Bonjour André. Bonjour Steve. Et avec nous, Léa Villalba, qui jouera, en ce qui la concerne, le rôle de la jeune recrue. Aujourd'hui, journaliste indépendante aussi depuis 2018. On peut la lire, elle aussi, dans Le Devoir, dans Le Curieux. Elle fait aussi de la photo et elle est depuis tout récemment la nouvelle présidente de l'Association des journalistes indépendants du Québec. Bonjour Léa. Allô Steve. Sans que ce soit prévu, en fait, vous avez un lien entre vous deux. Hein? Peux-tu nous en parler, André? Ben, en fait, peut-être que ça serait Léa qui devrait en parler, mais je vais raconter une partie d'histoire, puis elle complétera. Bon, c'est bon ça. Moi, depuis plusieurs années, avec l'Association des journalistes indépendants du Québec, je donne un atelier qui s'appelle « Comment débuter à la pige ». Je l'offre un peu tout le monde, à des gens qui veulent se réorienter, mais beaucoup, je dirais que ma clientèle, ou le gros dans mes groupes, ce sont des étudiants en journalisme ou des étudiants au niveau cégep université qui se questionnent sur ce qu'ils vont faire dans la vie. Et ils viennent à mon atelier qui dure 2 heures et je leur explique comment ça fonctionne, comment être journaliste indépendant, quoi faire pour trouver des sujets, comment écrire un synopsis, comment approcher un rédacteur en chef. Et il y avait Léa dans un de mes ateliers. Léa, elle ne sera pas froissée, je ne me rappelle pas spécialement d'elle. Généralement, comme tous les professeurs, on se rappelle rarement de nos bons élèves, on se rappelle juste des mauvais qui nous dérangent. Donc, Léa devait être une très bonne élève à prendre des notes et à écouter mes propos extrêmement pertinents. Et quelques années plus tard, je vais m'en rappeler toute ma vie, à une assemblée générale de l'AGIC, il y a Léa qui est dans la salle et qui dit à tout le monde, « Ben moi, vous savez, j'ai décidé de devenir journaliste à la suite après avoir assisté à l'atelier d'André. » Et j'étais foudroyé, parce que je me disais, je peux pas croire que je suis rendu à l'âge où je provoque des vocations. Et donc, peut-être, Léa, tu pourrais peut-être compléter sur, en fait, toi, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu éveiller chez toi ce goût-là de devenir journaliste? C'est tout à fait ça, l'anecdote, effectivement. Oui, ben moi, c'est un gros hasard, en fait, de la vie, j'ai envie de dire, parce que moi, j'étudiais en danse. J'étais à la maîtrise en danse à l'UQAM. Et je commençais à écrire des critiques de danse, mais pour le journal Artichaut, qui est le journal étudiant de l'UQAM. Et en fait, mon merveilleux algorithme Facebook m'a proposé un événement à côté de chez moi, parce que j'habitais à côté de la FNC, donc sur Delorimier, débuter à la pige. Puis je savais pas du tout ce qu'était la pige. Même le journalisme indépendant, j'avoue que j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Donc j'y suis allée par curiosité. Puis là, les 2 heures avec André, vraiment, je me suis dit, mais c'est ça en fait. C'est ça que j'ai envie de faire. Puis c'est un métier, parce que moi, évidemment, pour le journal étudiant, c'était gratuit, c'était du bénévolat, c'était quelque chose d'étudiant. Et je me suis dit, mais des gens vivent de ça, puis écrivent constamment sur des sujets. Donc c'est à partir de là que je me suis lancée après et que j'ai fait mon DESS en journalisme après l'atelier d'André. Dis donc, André, cet atelier-là, tu le donnes encore? Il existe encore? Oui, je le donne moins parce que disons que la pandémie a été une grosse parenthèse comme pour bien des gens, hein, mais je compte le redonner d'ailleurs cette année et c'est très drôle que Léa soit là parce qu'il y a eu un changement de garde à l'AGIC. C'était Gabrielle Brassard-Lecourt qui était la présidente. Gabrielle m'avait contacté il y a quelques
quelques mois pour me dire, ça te tente-tu de leur donner? Et là, bon, il y a eu toutes sortes un peu de remous à la GIC ces derniers mois. Et donc, ben, je me suis dit, je vais relancer le ou la nouvelle présidente. Ça donne que c'est Léa. Bon. Et là, je me suis dit, un jour très, très rapproché, je vais relancer Léa pour qu'on puisse organiser je mettrai dans les notes de l'épisode peut-être le lien vers la GIC. Oui, ce serait là que ça va se trouver s'il y a d'autres formations. Bien sûr, le prétexte de notre conversation aujourd'hui, les amis, c'est ce portrait de la pige que la GIC a produit en décembre 2022. Après avoir sondé les pigistes, c'était des membres de la GIC, mais il y avait aussi d'autres pigistes qui n'étaient pas nécessairement... donc, on les a sondés sur leurs conditions de travail. On en vient à un constat. Bien sûr, les revenus des journalistes indépendants n'ont pas augmenté depuis 10 ans. Ça, c'est une ritournelle qu'on entend depuis plusieurs années. André? Même honnêtement, je trouve que 10 ans, c'est peu parce que ça fait depuis au moins 30 ans parce que les tarifs ont beau avoir augmenté, ils n'ont jamais suivi le taux d'inflation. Et c'est pas parce que le taux d'inflation en ce moment est affolant que il y a 15 ans, par exemple, les cachets ne suivent pas depuis des décennies. Alors, disons, mais c'est sûr que ça s'est exacerbé ces 10 dernières années et j'oserais dire que depuis la dernière année, c'est encore pire. Entre autres choses dans ce sondage aussi, une moyenne de revenus annuels de 31 336 $ par année. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si on compare avec le temps que les journalistes consacrent à cette pratique, ils sont payés moins que le salaire minimum, là. Donc, si on compte les heures et le revenu, donc ça aussi, ça suit un peu le constat qu'on vient de faire. C'est un peu la raison pour laquelle je vous invitais aujourd'hui. Puis, j'aimerais poser la question à Léa, qui commence plus ou moins à la pige, ça fait 5 ans. Qu'est-ce que ça remue, toi, comme réflexion quand tu vois les résultats d'un sondage comme ça? Mais c'est sûr que c'est pas très solaire, puis ça fait pas très plaisir à lire et à constater. Mais en même temps, dans le sondage, on voit aussi que 73%, je pense, des personnes sondées ont choisi la pige, puis aiment la pige. Donc moi, je sais que tous les gens que je côtoie, c'est des passionnés, c'est des gens qui font bien leur travail, c'est des gens qui vont chercher toujours des nouveaux projets, qui sont allumés par ce métier-là. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même du positif là-dedans, mais c'est sûr que le contexte et les médias et le côté aussi législatif qui nous manque pour pouvoir négocier, etc. C'est sûr que c'est un petit peu dommage, mais je pense qu'il y a vraiment des belles avenues quand même pour le journalisme indépendant, avec tous les magazines qui se créent, les magazines multimédia, les balados, etc. Donc c'est ça, je pense qu'il faut trouver le positif, mais c'est sûr que globalement, c'est pas très réjouissant. Qu'est-ce que tu t'es donné comme mandat ou comme mission, comme ambition que tu aurais en tant que présidente de la GIC? C'est quoi, c'est un mandat de 1 an, 4 ans? C'est combien? C'est 2 ans. Bon, pour les 2 prochaines années, ça sera quoi les orientations de la GIC, disons? Je pense que moi, ce serait de faire connaître au grand public la pige, justement, comme moi, je la connaissais très mal. Je pense que ça nous aidera aussi pour négocier avec le ministère, pour aider au niveau législatif, comme je le disais. Donc déjà que les gens soient un peu de notre côté et comprennent nos réalités. Puis, c'est de toujours, comme depuis 30 ans, je pense que ça existe, la GIC, de se battre pour la négociation collective, pour avoir peut-être un salaire de base, suivant les revenus du média, etc., évidemment. Mais donc, essayer d'avoir une base un peu plus commune, parce qu'on travaille déjà avec Gabriel depuis 2 ans, sur ce dossier plus politique-là, on va dire. Donc, c'est de continuer ça et de montrer au plus grand nombre ce que c'est la pige, je pense. On va en parler un petit peu tantôt de ça, de cet aspect-là, représentation collective. André, si je me tourne vers toi, ça fait longtemps que tu fais de la pige, que tu es dans ce milieu-là, très impliqué. Qu'est-ce qui a changé? Là, on a parlé des revenus, mais je dirais que globalement, qu'est-ce qui a changé dans le marché de la pige? Moi, ce que je remarque dernièrement, et ça m'a frappé au cours des 2 dernières années, et je crois pas, là je m'avance peut-être, mais je ne sais pas jusqu'à quel point la pandémie a été un accélérateur de ce phénomène-là. Moi, de mon côté, je fais le même constat que Léa. Hein. Moi, faut dire peut-être aussi parce que je m'arrange pour fréquenter ces gens-là, là, mais mes collègues, mes amis, ce sont tous des gens passionnés qui y croient, qui sont dévoués. Sauf que ce que j'entends par exemple, des rédacteurs en chef et de d'autres collègues, c'est qu'il y a des pigistes qui démissionnent, mais c'est pas juste les pigistes, c'est les journalistes en général, là, parce qu'il n'y a pas que des pigistes qui décident de faire autre chose dans la vie, c'est très correct. Mais ce que j'entends et ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des rédacteurs en chef qui disent
je trouve de moins en moins de pigistes. Je trouve de moins en moins de journalistes. Et moi, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui expliquent ça. Il y a plusieurs éléments. Une certaine fatigue, un contexte économique difficile, une grande précarité au niveau des cachets et du respect du travail accompli. Et aussi, je pense, une fatigue plus globale chez certains par rapport au journalisme. Est-ce que c'est une fatigue démocratique? Parce que, je veux dire, le métier de journaliste est essentiel à une démocratie. Puis on entend beaucoup, beaucoup parler de la fatigue dans les sociétés, la fatigue démocratique dans les sociétés. Je veux juste pour préciser ta pensée là-dessus, tu veux dire que ce serait une fatigue... L'engagement serait, serait moins fort. Là. Du côté des journalistes en général. Et là, j'inclus autant les journalistes salariés que les pigistes. Donc, moi, c'est ce phénomène-là qui m'interpelle, je vous dirais, depuis 2-3 ans, dans la mesure où je suis étonné d'entendre des rédacteurs en chef se plaindre, par exemple, d'avoir des difficultés à trouver des pigistes, de trouver des bons pigistes, et aussi, ben c'est ça. Donc ça, c'est nouveau. C'est nouveau parce qu'avant, le discours que j'entendais souvent, c'est qu'il y a une tarte, puis tout le monde s'agglutine autour de la tarte, puis tout le monde veut une pointe, puis la tarte n'est pas assez grosse pour tout le monde, fait qu'il faut qu'on se batte. Ça, je veux dire, j'ai entendu ça 1000 fois, puis je l'ai vécu moi-même, c'est-à-dire que c'est un marché compétitif, c'est les meilleurs qui réussissent. Puis moi, dans mes ateliers, je disais, oui, c'est les meilleurs peut-être qui réussissent, mais il y a une série d'ingrédients que vous pouvez appliquer à votre recette qui va faire en sorte que vous allez vous imposer. Et c'est pas nécessairement en écrasant les autres, ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Mais ça, c'est un phénomène que je trouve, inquiétant dans la mesure où, c'est ça, je sens une certaine démission, mais une démission qui va au-delà de la fatigue du pigisme. Je dirais une sorte de fatigue par rapport au métier de journaliste parce qu'il se fait dans des conditions de plus en plus difficiles, il ne faut pas se le cacher, et il s'exerce dans des conditions difficiles autant pour les salariés que pour les pigistes. En même temps, on est dans un contexte actuellement, là je parle du journalisme en général, où est-ce que pour la première fois, on a des subventions, des crédits d'impôt importants pour embaucher des journalistes. Puis moi, je me posais la question, est-ce que ça ne vient pas jouer dans les plates-bandes des pigistes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'emplois en ce moment pour les journalistes. J'avais jamais vu ça, moi, ça fait 25 ans que je fais ça, puis j'ai jamais vu autant de mouvements entre les journaux. Tout le monde a un job là, aujourd'hui, puis on en cherche le devoir embaucher, la presse embauche. Est-ce que c'est pas un peu une menace entre guillemets là, pour les pigistes, c'est-à-dire que les médias vont moins se faire affaire avec des pigistes parce que oui, Steve, oui, Steve, je vais juste dire une chose. Le constat que vous faites, il est réel, c'est vrai. Effectivement, dans les médias, on embauche beaucoup de journalistes, entre autres grâce au crédit d'impôt et tout ça, et aux incitatifs fiscaux. Sauf que moi, je regarde autour de moi, par exemple, le milieu du magazine. OK? Sincèrement, là, si je compare à il y a 20, 30 ans, puis même il y a à peine 15 ans, je veux dire, le monde du magazine est pas mal moins florissant. Il y a beaucoup moins de gens qui écrivent. Il y a beaucoup moins de journalistes. Donc, oui, dans certains médias, oui, effectivement, au devoir, oui, à la presse, oui, dans les coops de l'information. Mais au-delà de ce premier écosystème des quotidiens, tout le reste de l'écosystème médiatique et journalistique est passablement amoché. Et je veux dire, on peut bien dire, OK, ben moi, je vais me partir d'un blog, il y en a qui le font encore, là, où je vais justement faire des balados ou tout ça, mais jusqu'à quel point ces journalistes-là peuvent dire, moi, je vais vivre uniquement du type de journaliste que je veux faire. Donc, c'est pour ça que moi, effectivement, c'est vrai qu'il y a des aides financières, c'est vrai que l'État soutient davantage, mais l'État ne soutient pas tout et il y a une bonne partie du milieu journalistique qui est vraiment mal en point. Toi qui commences ta carrière, Léa, on est dans un contexte où l'embauche de journalistes, on l'a dit, ça fonctionne. Tu as choisi la pige quand même? Tu n'as pas le goût de te lancer... Trouver un emploi, t'en trouverais un facilement, non? Oui, mais non. J'aime beaucoup l'indépendance que ça me permet. Okay. Puis aussi la multiplication des projets. Puis je voulais dire aussi que ça dépend, encore une fois, des médias, je pense, parce qu'effectivement, les médias traditionnels, quotidiens, etc., embauchent. Mais tous les médias numériques, même pour des photographes, etc., je pense à B-Side, je pense à Pivot, etc., c'est des pigistes qui les font vivre. Puis même pour Le Devoir, le cahier du week-end, je pense que c'est 80 ou 90% de pigistes. Donc je pense qu'il y a quand même des avenues
qui sont pas du salariat, mais qui permettent quand même de multiplier les sources et qui sont quand même dans les médias. Mais c'est vrai, André t'a mentionné quelque chose parce que historiquement, les magazines embauchaient beaucoup de pigistes, comptaient beaucoup sur les pigistes. Il y a une baisse du lectorat dans les magazines. Il y a plein de magazines qui sont morts depuis quelques années. Ils se déplacent où maintenant, les demandes de pigistes? C'est dans le numérique, sur le web? Oui, le numérique, le web et dans les balados, justement. Puis dans d'autres façons, je veux dire, il y a des gens qui investissent, par exemple, davantage dans le milieu du documentaire. On peut, comme par exemple, les gens ne savent pas, mais être journaliste à la recherche, c'est du vrai journalisme. C'est du journalisme important. Et il y a des gens qui se dirigent vers ça, qui ne sont pas nécessairement connus du grand public, mais qui font un travail fondamental pour faire en sorte que les documentaires qu'on voit à la télévision ou au cinéma soient appuyés sur une recherche rigoureuse. Donc c'est tout ce genre de métier-là que les gens ne connaissent pas, mais qui constituent d'autres aspects du métier de journaliste qui sont fort intéressants. Mais encore là, et dans le milieu du documentaire, c'est la même chose. C'est qu'il s'en produit beaucoup de documentaires. Il y a des cases horaires partout dans plusieurs chaînes de télévision, à Télé-Québec, à Radio-Canada, sur RDI. Sauf que chaque documentaire qui est produit avec beaucoup moins d'argent qu'il y a 5, 10 et 15 ans. Ça fait quoi? C'est qu'il y a beaucoup de documentaires, il y a une offre abondante, sauf que chaque projet est sous-financé et chaque personne qui travaille sur ce projet-là est moins bien payée, dont les journalistes à la recherche. Parlons un petit peu de la jeunesse, parce que je me souviens que moi, quand j'ai commencé, la pépinière de pigistes, c'était les journaux Voir et Ici, qui embauchaient chaque semaine un paquet de pigistes. Puis on disait souvent, ça, c'est une pépinière de jeunes journalistes parce qu'il y a tellement de pigistes. Aujourd'hui, est où la pépinière pour les jeunes journalistes? Où est-ce qu'on commence quand on est à la pige au Québec en 2023? Bonne question. Moi, je vais dire... en fait, je vais en profiter pour rentabiliser une fois de plus mon atelier. Je suis désolé, Léa. Moi, ce que je disais aux gens, entre autres, justement, je pense que Léa, c'est peut-être ça qui l'a, entre autres, frappé, c'est que, par exemple, si un jeune journaliste me pose la question, ou un futur journaliste, ou un étudiant journaliste, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'attendez pas que le devoir, la presse ou l'actualité vous appelle. Écrivez quelque part, il y a plein de possibilités. Des journaux en ligne, les journaux étudiants, les radios communautaires. Il y a moyen de pratiquer, d'apprendre le journalisme partout. Surtout si on est aux études et qui plus est en journalisme, en communication ou dans les... Oui, mais est-ce qu'on peut en vivre? Au départ, non. Mais moi, je suis un bon exemple de ça. C'est que moi, ça fait 30 ans, moi, ça fait 32 ans exactement que je fais de la critique de cinéma. Je suis devenu travailleur autonome 10 ans après avoir terminé mes études en cinéma. Les 10 premières années de ma carrière, j'ai travaillé dans une association où on faisait la promotion du cinéma d'auteur, où on organisait les rendez-vous du cinéma québécois et je faisais de la critique de cinéma à côté. Okay. Et moi, je trouve que ça, c'est sûr que quelqu'un qui sort du baccalauréat à l'UQAM en journaliste puis qui commence à travailler la semaine d'après à Radio-Canada, c'est formidable. Je suis bien content pour lui, tant mieux. Mais en général, puis je ne dis pas aux gens de faire le parcours que moi j'ai fait, mais de faire autre chose, puis de faire aussi ce qu'on a envie de faire plus tard dans la vie, là, bien, je veux dire, on apprend plein de choses. Moi, les 10 premières années, j'ai donné des ateliers de cinéma pour les jeunes. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que aujourd'hui, je donne des formations sur la désinformation avec le Centre québécois d'éducation médias et à l'information, le CQMI. Et mes collègues, quand ils m'accompagnent, ils sont toujours étonnés par mon aisance. Mais c'est pas une aisance que j'ai développée la semaine dernière, là. Je veux dire, moi, ça fait 30 ans que je donne des ateliers puis que je suis devant des groupes de jeunes que je dois animer et réveiller et intéresser. Alors, j'en ai l'expérience. Mais si je n'avais pas accumulé cette expérience-là il y a 25-30 ans, j'en donnerais probablement pas aujourd'hui des formations sur le journalisme. Donc, ce que je dis, c'est que je comprends que tout le monde veut exercer le métier pour lequel il a étudié, mais il y a toutes sortes de portes d'entrée pour entrer dans le milieu du journalisme. Et moi, je trouve que si on accumule les expériences professionnelles et personnelles, on fait un bien meilleur journaliste et un bien meilleur citoyen.
Ça dépend aussi de nos intérêts. Je pense que tu en parlais aussi dans ta formation. C'est que je pense qu'il y a des médias pour tout ce qu'on aime écrire. Je veux dire, moi, c'était la danse, puis j'ai la chance maintenant d'écrire depuis 3 ans dans Le Devoir, mais c'est sûr que si je voulais faire que de la danse, il n'y a pas de médias. Mais pour débuter, je pense que qu'on soit étudiant ou qu'on commence, si on veut parler des enjeux féministes, on peut parler à la Gazette des femmes. Si on veut parler plus de politique, il y a Pivot qui quand même prend énormément de pigistes. Si on veut des trucs un peu plus, légers, il y a quand même Urbania qui permet cette fenêtre-là. Donc je pense qu'au début, ça peut être bien pour trouver sa zone de confort et des intérêts qu'on aime finalement, de trouver quel magazine correspond à nos intérêts. Mais après, je suis d'accord avec André qu'il faut ouvrir quand même un peu. Parce que se spécialiser, je ne suis pas certaine que ce soit possible malgré tout, vu les médias qu'il y a. Te considères-tu, toi, après 5 ans, établi à la pige? C'est-à-dire, ça va être ça, ton métier, puis ça va bien, ou il y a encore des remises en question? Non, moi, je suis très contente de mon parcours. Ça va bien. Je fais que ça à temps plein depuis 4 ou 5 ans environ. Je n'ai pas de job à côté ou de, comme on disait. Donc, je ne gagne pas des millions parce qu'effectivement, la pige, ça ne gagne pas beaucoup. Mais moi, c'est une vie qui me convient tout à fait. Revenons un petit peu au sondage que vous avez fait à l'AGIC. On apprend là-dedans qu'il y a 59% des répondants qui doivent cumuler un autre travail, une autre activité à côté du journalisme. Qu'est-ce qu'ils font en général, les journalistes? On a toujours l'image de travailler dans un café puis j'écris des articles à la pige. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Ben moi, je vais parler pour moi. Moi, je fais de la rédaction à côté un peu. Mes employeurs le savent, entre autres Le Devoir. Et c'est pas du tout la majorité de mes revenus et de mon travail, mais je considère ça comme un revenu d'appoint qui, heureusement ou malheureusement, là, je dois le dire, c'est pas mal plus payant que d'écrire pour Le Devoir. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est clair que moi, si je pouvais, je ne ferais que ça. C'est-à-dire faire du journalisme et non pas de la rédaction, mais je le fais à l'occasion où ça peut arriver, par exemple, aussi que je fasse de l'animation ou de la modération de débat. Donc, moi, je n'ai pas... c'est pas comme un acteur, quoique ça peut y ressembler un peu, qui, justement, travaille dans un café puis qui essaie d'avoir l'horaire le plus flexible possible pour faire des auditions puis jouer au théâtre le soir. Mais en ce qui me concerne, là, moi, c'est ça. Moi, je fais de la rédaction et j'ai aussi été... Je me suis égaré à quelques reprises, égaré. Le mot est peut-être un peu gros, là, mais j'ai travaillé en variété à Radio-Canada à quelques reprises. Aux enfants de la télé. Aux enfants de la télé, entre autres, pendant 2 ans. Et j'ai adoré mon expérience. Et encore là, c'est un bel exemple de sortir de sa zone de confort, changer de milieu, vivre d'autres expériences. J'ai adoré mon expérience aux enfants de la télé. Ça a été formidable. C'était les 2 premières saisons animées à l'époque par Véronique Cloutier et Antoine Bertrand. Et je veux dire, sincèrement, là, si quelqu'un m'avait dit un jour tu vas travailler avec Véronique Cloutier, je t'aurais dit ben voyons donc, c'est impossible, on vit sur 2 systèmes solaires différents. Mais oui, donc moi je trouve que ce genre d'expérience-là, ça m'apporte beaucoup, ne serait-ce que des contacts, ce qui est très important dans le milieu du journalisme. Avec le sondage de l'AGIC, il y a une démarche qui est soutenue par la CSN pour avoir une sorte de représentation des pigistes collectives pour défendre vos droits, arriver à des meilleures relations de travail. Puis en ce moment, on peut faire le parallèle avec l'UNEC qui fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont voté. Ça n'a pas été... Ça n'a pas été reçu avec, je dirais, beaucoup d'enthousiasme de la part des écrivains. Mais quand vous voyez ce qui se passe avec l'UNEC, est-ce que ça vous fait réfléchir à l'AGIC que c'est peut-être pas la voie à suivre? Je ne sais pas, parce que c'est controversé, là. Mais c'est que de toute façon, l'année dernière, on a été rejeté du statut de la loi sur l'artiste, parce que c'était par là qu'on voulait nous aussi rentrer, parce que c'était la petite fenêtre qui nous semblait la plus faisable, en tout cas en ce moment. Mais effectivement, là, on se questionne avec la CSN, etc., pour trouver, il nous faudrait en fait une loi spéciale ou une façon d'entrer dans une des lois, parce que là, en ce moment, on n'a rien, on n'a aucune protection et on n'a aucun moyen de négocier officiellement, en tout cas avec des médias, d'avoir un tarif minimum, etc. Mais c'est sûr que c'est un travail de longue haleine et que trouver l'endroit où s'insérer n'est pas forcément évident. J'aimerais, il y a quelques années, j'ai entendu une entrevue Sophie Préjean, qui est la grande patronne de l'Union des artistes, et ce qu'elle a dit à un moment de l'entrevue m'a beaucoup éclairé sur le rôle des syndicats, particulièrement dans le domaine culturel, artistique et tout ça. Ce qu'elle disait, c'est l'Union des artistes, c'est pas là
pour donner des jobs aux artistes, aux comédiens. C'est là pour les aider à les protéger, à protéger leurs droits lorsqu'ils exercent leur profession. Et une de ces protections-là, c'est un revenu minimum garanti quand on fait son travail. Après ça, le producteur qui t'engage, il peut très bien te donner plus que le minimum parce que tu es connu, parce que tu es professionnel dans ce que tu fais, parce que pour telle raison. Mais il ne peut pas aller en dessous de ça. Et moi, lorsque j'ai entendu Sophie Préjean dire ça et expliquer ça de façon claire et limpide, je me suis dit, c'est ça qu'on aimerait avoir. C'est un minimum de dire aux médias, que ce soit Le Devoir, La Presse, Radio-Canada ou un magazine, que en dessous de tel montant, de tel cachet pour le feuillet, c'est inadmissible. Mais après, comme média, comme compagnie, comme propriétaire de médias, si vous voulez donner plus à un tel parce qu'il y a plus de rayonnement puis il va générer plus de clics, parfait. Mais pas en dessous d'un minimum garanti. Il y a je sais que la GIC, vous parlez beaucoup du prix au feuillet, puis moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ça parce que je trouve pas que c'est une mesure. Tu sais, un feuillet à l'actualité puis un feuillet au journal Métro, là, c'est pas le même travail. On s'entend-tu? Donc, c'est pas... Fait que je me demande, tu sais, si on fait... Quand j'ai commencé, le tarif au feuillet minimum, c'était 50 c'était ça. Aujourd'hui, on est rendu, selon votre sondage, à 109 c'est quand même. Oui, mais et 109, ça dépend encore toujours du média parce qu'il y en a que c'est bien en dessous de ça. Non, mais encore. Je me rappelle que ça oscillait entre 50 et 250 à En Route, le magazine En Route qui payait. C'est ça encore. C'est encore un peu la même situation, mais est-ce que le tarif au feuillet est vraiment une bonne mesure, étant donné que c'est tellement différent le travail dans un journal, un hebdomadaire régional, par exemple, et un magazine comme l'Actualité? Est-ce que ça vaut la peine de mettre un prix là-dessus? Bien, je pense qu'à un moment donné, il faut mettre une balise pour tout le monde, puis après ça, vient le temps de négocier. Et je pense que c'est là que le pigiste doit être capable de mettre ses culottes puis de dire, écoute, avec ce que tu me demandes, à mon avis, ça vaudrait ça. Je pense qu'on ne perd rien à exprimer peut-être nos réserves vis-à-vis un tarif, mais moi, je pense que si on s'entend sur quelque chose de base, puis après ça, on construit là-dessus, moi, je pense que déjà là, c'est pour ça que je comprends là, les réticences par rapport au feuillet, puis si on peut dire que c'est une mesure arbitraire, mais moi, je demeure convaincu que s'il n'y a pas de minimum plancher, on ne peut pas discuter. Et moi, pour l'avoir vécu dans certains médias, puis le vivre encore, je pense qu'à un moment donné, s'il y avait un minimum, puis que tout le monde comprenait quel est le minimum, puis qu'il faut construire à partir de ça, je pense que les discussions, les négociations seraient peut-être un peu plus faciles. Pas nécessairement beaucoup plus faciles, parce que c'est sûr que c'est un jeu de négociation, puis c'est clair que tous les médias n'ont pas les mêmes sources de revenus, puis ils n'ont pas non plus les mêmes attentes à l'égard de leurs pigistes, à l'égard des journalistes, point, parce que bon, c'est sûr qu'on n'écrit pas, puis on ne travaille pas de la même façon pour l'actualité que pour un quotidien ou pour un hebdo, mais il y a toujours bien un minimum de travail qui est fait dans chacun de ces médias-là. Donc, pour moi, c'est une base sur laquelle on devrait tous s'entendre et à partir de laquelle on devrait tous travailler pour s'élever vers le haut et non pas tous s'appauvrir collectivement. Terminons avec ceci. Si un jeune journaliste, une jeune journaliste qui nous écoute, qui a envie de se lancer à la pige, vous lui dites quoi? C'est quoi le conseil que vous auriez aimé recevoir au début de votre carrière, Léa? Alors, de suivre la formation d'André. Non, je rigole. Non, mais d'y aller parce que je pense qu'il y a de la place, comme je disais au début, de ne pas lâcher parce que le début, c'est sûr qu'on ne vit pas de la pige en 2 minutes ou en 6 mois, et de s'entourer, je pense que je dirais, justement, notamment avec la GIC, mais pas seulement, mais d'être entouré de gens qui font comme nous, qui sont passionnés, qui ont envie, et on trouve des projets comme ça, en s'entourant avec les gens. Donc, je pense que je lui dirais ça, puis de pas lâcher, puis de fouiller, parce qu'il faut faire son travail aussi de journaliste, de trouver les médias qui embauchent, pourquoi, quel sujet, quel angle, qu'est-ce que je peux trouver. Donc voilà, c'est un travail d'introspection un peu, et de temps. Ça prend beaucoup de temps qui n'est pas payé, mais je pense que ça vaut la peine après, une fois ça, de pouvoir se lancer comme il faut. Moi, j'adore le monde, mais je suis un peu loner. Moi, ça me fascine les salles de rédaction, mais je ne suis pas sûr que j'aimerais ça travailler là. Je suis curieux, mais il y a des sujets qui m'emmerdent.
Donc, une fois tout ça dit, la pige, pour moi, c'est parfait. Ça fait 20 ans que pour moi, c'est parfait dans le sens que malgré toutes les difficultés que j'ai eues, malgré les couteaux dans le dos, les sacs de billes lancés devant moi pour que je tombe, malgré tout ça, je continue à penser que le journaliste à la pige, pour moi, c'est extraordinaire parce que ça me donne une liberté, une flexibilité dans les choix de sujets, dans les façons de travailler, dans la façon de gérer mon horaire. Et comme j'ai pas les mêmes ambitions financières que Guy Laliberté ou Jeff Bezos, ben c'est sûr que oui, j'aimerais ça gagner plus, puis j'aimerais ça être propriétaire, puis j'aimerais ça faire le tour du monde, là. Mais là, pour le moment, c'est pas le cas. Alors, j'aime mieux être à la pige et gagner moins, mais faire ce que j'aime et le faire dans un contexte serein et heureux. Et je ne crois pas que salarié, dans certains médias où j'ai déjà travaillé, que je serais heureux, épanoui et surtout équilibré. Et je terminerai sur une chose. J'ai déjà travaillé à des endroits où il y avait des assurances médicaments et moi, je dis toujours, à quoi ça sert d'avoir de telles assurances si c'est pour s'acheter des antidépresseurs? Moi, j'en veux pas d'antidépresseurs, donc j'aime mieux être pigiste. On va terminer avec On va terminer là-dessus, les amis. Hey, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne année de pige en 2023. Merci. Steve. Le balado Le métier d'informer est une initiative de Projet J et une production de l'agence 37e Avenue. À l'animation et à la réalisation, Steve Proulx. Pour poursuivre la réflexion sur la pratique du journalisme, ne manquez pas nos prochains épisodes. À bientôt.